partir du moment où tu changes, il ne faut pas avoir peur de perdre des gens. Parce qu'inévitablement, tu perds des gens. À partir du moment où tu changes le narratif d'une boîte. La promesse et... Tu changes le narratif finalement. Oui. Tu sais, à un moment donné, quand tu vas changer la politique de rémunération, tu vas changer des règles, il y a des gens qui vont plus s'y retrouver. Oui. Et du coup, mon conseil, c'est ça, c'est de te dire, faut pas avoir peur de perdre des gens. Parce qu'en fait, une bonne marque employeur, c'est pas une marque employeur qui plaît à tout le monde, c'est une marque employeur qui attire des gens qui pensent comme soi et qui fait fuir les autres. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans Commutation et pour cet épisode, on est ravis d'accueillir John Salmona de Shodo. Salut. Et Hello également John, bienvenue. Pauline Tréquesser, toujours là, fondatrice de Cosme Cosminity. Également, on fait un coucou à Lucie Pézavant en régie qui nous accompagne dans le projet. Et je suis Aliénore Collen, cofondatrice de Commutation. John, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Merci. Parce que tu as hacké le modèle des ESN, entreprises de services du numérique, anciennement SS2I. Ouais. Pour citer quelques exemples, tu as complètement dépoussiéré le modèle. Ouverture du capital aux salariés, business model en open source, transparence sur les salaires, gouvernance partagée, bref, plein de choses qui nous parlent chez Cosme. Et ici, la performance que tu construis n'est pas sur la compétition individuelle, mais sur cette culture collective qui va permettre de décupler et de valoriser tous les individus. C'est l'idée. Wow. Et on aimerait explorer cette question avec toi. Ok. Et si finalement la croissance pouvait naître du collectif? C'est un vaste sujet, je pense qu'on pourrait rester des heures, mais on va en échanger avec toi. Première question, est-ce que tu peux nous rappeler les grandes étapes qui ont mené à la création de Shodo? Écoute, avec plaisir. Donc, j'ai cofondé Shodo en 2019 avec Guillaume Ferron. À ce moment-là, moi, j'avais passé quasiment 15 ans dans ce secteur-là, dans lequel je suis rentré. Tu vois, moi, j'ai une formation, j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai commencé dans les fonctions business. Après, j'ai fait de la direction commerciale, j'ai fait de la direction des opérations. Et après, j'ai même fait... j'ai même cofondé, j'ai été cofondateur salarié d'une structure. Et le constat, grosso modo, c'est que le modèle tel qu'il existe, en fait, connaît tôt ou tard un essor du turnover, qui flambe. Alors c'est hyper compliqué d'avoir des chiffres très précis parce qu'il y a peu de transparence dans le secteur, mais on estime très volontiers à 25% de turn, ce qui est fort. Et ce qui fait qu'en fait, mécaniquement, tu as quand même deux problèmes. Tu as un problème de maintien du savoir-faire, maintien de la vision au sein des structures, puisqu'en fait, les gens partent, donc toi, ton savoir-faire s'appauvrit mécaniquement. Et le second, c'est que nous, on fait un métier, quand on va accompagner des projets, ce sont des projets en général qui peuvent durer 3-4 ans. D'accord. Et donc, quand tu prends un turnover de 25%, tu te rends compte qu'en fait, que celles et ceux qui débutent les projets sont rarement les personnes qui les finissent. Et ça crée de la tension, en fait, chez nos clients, ça crée de l'insatisfaction à tous les niveaux. Donc, les étapes, ça a été ça, c'était de se dire comment est-ce que on peut apporter une réponse, on va dire, systémique, structurelle, organisationnelle, à un secteur dans lequel tu as une montée du turnover, tu as une double concurrence avec l'essor, et vous en êtes la preuve, du modèle indépendant. Les gens, en fait, à un moment donné, quittent le salariat parce que l'expérience salariale, elle est plus à la hauteur. Et elle est plus à la hauteur dans un secteur où, fondamentalement, tu as une forte employabilité, tu as beaucoup de demandes, etc. Les gens sont très bien payés. Et Shodo est vraiment né de cette idée-là, c'est comment est-ce qu'on pourrait donner du sens au salariat, comment est-ce qu'on peut faire converger, on va dire, ce qui est cool dans le salariat, c'est-à-dire le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir des cotisations, le fait d'être formé, d'être payé, etc., avec, on va dire, plutôt la liberté du modèle freelance, le côté beaucoup plus rémunérateur et la flexibilité aussi dans les horaires, dans pas mal de choses. Ce qui est drôle, c'est que ce constat, ce qu'on se disait tout à l'heure, ce constat, on le partage, on l'a partagé aux premières heures de Cosme.
Et au lancement, nous, c'était de hacker les agences traditionnelles, en fait, Ouais. de com, de web, de marketing. Et en fait, on était dans la même posture. On se disait, mais comment inventer en fait une nouvelle voie, une troisième voie? Comment trouver une alternative à ce qui existe et qui ne nous convient pas? Et du coup, à l'époque, à ce moment-là, nous, c'était ce qui existait, c'était les agences traditionnelles avec un modèle traditionnel et toutes ces plateformes de mise en relation du coup, qui se lançaient. Et on se disait, quelle est l'alternative? Quelle est la troisième voie? Et pour nous, ça a été ce fameux collectif de freelance dans lequel on essayait de retrouver cette indépendance. Et les problèmes qu'on voyait d'ailleurs à tout ça, tu te souviens, c'était vraiment tous les problèmes qu'il y avait dans les agences, à savoir la non-transparence, le harcèlement parfois aussi. Hein, c'est venu de ça, cette idée de créer le collectif. Donc, je te rejoins là-dessus sur déjà le lancement de structures, peut-être comme Shodo et Cosme. Là, c'est vraiment ça, c'est cet élan, ce souhait de changer, de trouver un nouveau modèle. Ouais, mais tout à fait. C'est hyper inspirant. Et pour rebondir sur ce que tu dis et compléter aussi sur la question que tu m'as posée, les specs de Shodo, nous, elles sont aussi venues progressivement. Tu vois, moi, dans mon ancienne vie, j'encadrais à la fois l'activité commerciale, mais surtout l'activité de recrutement dans une époque où, tu vois, grosso modo, quand ça va bien, la pression, elle est pas sur les sales, la pression, elle est sur la capacité à recruter, parce que les assets d'une boîte de conseil sont vraiment, c'est les gens. Donc moi, j'étais venu en appui au recrutement, et dans ce contexte-là, j'avais à la fois d'un côté les candidates et les candidats qui venaient expliquer pourquoi ils quittaient leur entreprise, et puis malheureusement aussi, entre 2015 et fin 2018, à l'époque où j'ai quitté mon précédent employeur pour cofonder Shodo, j'avais aussi de plus en plus de offboarding, donc de gens qui partaient, et quand ils partent, du coup, tu n'as plus t'as plus la pression de la collaboration, et majoritairement les gens parlent de manière parlent sans filet. Et donc toutes les specs du modèle Shodo, tu vois, plus d'équité dans la redistribution, un meilleur équilibre vie pro, vie perso, aussi la capacité à pouvoir disposer tu vois, ce que je te parle de redistribution, mais la redistribution se fait à la fois, elle est à la fois vue sur ta capacité à être correctement rémunéré, mais aussi sur le fait de pouvoir avoir du temps pour te former, pour créer du contenu marque employeur, parce que c'est fondamental dans le secteur. Mais en fait, le refaire sur du temps de travail plutôt que de monnayer la sphère privée, mais je pense que vous avez dû connaître ça aussi. Oui, on l'explore en tout cas. Et comment ça s'est passé justement? Parce que donc, tu avais cette idée de Shodo, mais quelles ont été les premières étapes pour fonder Shodo? Comment tu as commencé à explorer, à hacker ce modèle-là? Moi, en fait, si tu veux, moi, à ce moment-là, comme je te le dis, moi, j'ai fait toute ma carrière dans ce secteur, donc les pains du secteur, je les connaissais. Ils sont identifiés, et tu vois, ils sont identifiés autour des piliers que je présentais tout à l'heure. Et le modèle de Shodo, ça a été de se dire, on va identifier, mais de manière publique, transparente, de quoi on a besoin par équivalent temps plein, on va dire par mission, de manière forfaitaire, et on va redistribuer tout le reste. Et donc, c'est d'être capable de dire, donc en l'occurrence, tu vois, on fixe un seuil qui publiquement nous dit, en fait, avec ce seuil-là, on va se mettre en capacité d'investir sereinement dans l'avenir, dans tous les moyens d'entreprise dont on a besoin. Donc, ça peut être des locaux, ça peut être du staff, voilà, tout en formant les gens. Et on va redistribuer tout le reste sous forme de rémunération. Donc, rémunération fixe, avec, tu vois, on avait tout de suite l'idée de la transparence des fixes, la transparence des salaires de manière plus globale, avec du coup, on va dire, un reversement de la marge excédentaire aussi sous forme de bonus, sous forme de temps libre professionnel, donc c'est ce qui est du travail non facturable, et temps libre perso, donc sous la forme de congés supplémentaires qu'on a tout de suite fait voter via des accords d'entreprise. Waouh. Ouais. Toujours impressionnant. Parce qu'on a lu toute la page, justement, raison d'être, etc. Il y a une phrase qui nous a parlé quand tu dis que la valeur d'une entreprise n'est pas son CA, mais sa capacité à faire communier les individus. C'est dans la raison d'être de Shodo. Ouais, mais je pense que c'est ça, parce qu'en fait, le CA, c'est un indicateur. Hein. Enfin, je veux dire, fondamentalement, après, on est sur une discussion de
c'est quoi des KPI de boîtes qui ont du sens. Et je pense qu'on on a une éducation business, financière, où on apprend toutes et tous que les KPI phares, c'est CA, EBITDA, et en fait, c'est un fait, hein, parce qu'en fait, je pense que c'est très compliqué d'avoir une aventure entrepreneuriale qui est désirable si elle est pas rentable. Oui. Au-delà de ça, moi, je pense que la discussion qu'on a à travers notre vision, c'est de se dire que quand tu as érigé, par exemple, l'EBITDA en KPI numéro 1, inévitablement dans notre secteur, et moi je pense que dans plein d'autres aussi, tu as un impact, tu as des dommages collatéraux directs sur ton turnover. Oui. Parce qu'en fait, je pense que tu as une question de sens. Je ne sais pas à quel point tu peux dire à des gens on veut tripler notre CA en 5 ans. Je ne pense pas que ce soit un moteur qui soit désirable à un moment donné, parce qu'on a tous des seuils au-delà duquel, en termes d'oseille, si tu veux, on va se dire en fait j'ai assez et ça me va. Oui. Par contre, je pense que tu as. Moi, ma conviction, c'est que tu as effectivement, à partir du moment où tu arrives à maximiser le bien-être, en fait, il va te générer de la performance, et la performance, inévitablement, elle se retranscrit en CA, elle va se retranscrire en marge. Si derrière, tu restes avec les bons indicateurs, tu as du courage managérial pour assumer les décisions qui sont pénibles. Mais pour moi, c'est une condition nécessaire, si tu veux, de pouvoir donner d'abord avant de recevoir ensuite. Et quels indicateurs, justement, si ce n'est pas uniquement le CA? Comment tu le présentes à tes clients, à ton écosystème? Aujourd'hui, dans les indicateurs, il y a le turnover, de manière évidente. Tu vois, nous, on est en train de boucler une 7e année. Là, on va finir entre 5 et 7. L'an dernier, on était à 5. Donc, en fait, le turnover, il progresse. C'est une évidence. Maintenant, on reste quand même très en dessous des 25 de la profession. Et je trouve qu'à partir de 7-8 ans d'existence, ça commence à être significatif. Tu vois. Je comprends. Tu vois, je t'aurais sorti ça au bout de 2 ans, j'aurais entendu l'argument de attendons quelques années. Là, on commence à être dans une zone où on a quand même un peu d'XP. Donc, turnover inévitablement. Et dans le nôtre, à partir du moment où on a un modèle hyper redistributif, on est obligé d'avoir une forme de robustesse opérationnelle. Elle se mesure au niveau du turnover chez nous. Enfin, de l'intercontrat. Oui. C'est-à-dire, pour vulgariser, c'est le nombre de jours de facturation qui sont perdus parce que on a un taux d'inoccupation. Pour moi, c'est turnover, intercontrat, et inévitablement derrière, à partir du moment où tu as un turnover faible, l'intercontrat qui est faible aussi, mécaniquement tu génères de l'EBITDA, tu as un modèle qui devient robuste. Et puis, en dernier lieu, les indicateurs qui sont intéressants aussi pour nous, notamment au niveau de la marque employeur. Donc, c'est l'attractivité qui se mesure, pour moi, on peut le mesurer de 2 manières, 2 critères qui sont parallèles. Nous, premier, c'est le taux de candidature entrante. D'accord. Candidature spontanée Donc, on a toujours de la cooptation. Je pense qu'on en a plus que dans le secteur, mais on en a. Par contre, on a un rythme de croisière, on a 70% de nos recrutements qui sont faits sur de la candidature spontanée. Ok. Wow. Et en fait, ça, c'est un marqueur d'attractivité, je trouve, qui est hyper intéressant, parce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de payer une armée de recruteurs, recruteuses, de bosser avec des cadres. Ça coûte très cher. Tout à fait. Et en fait, l'argent que tu ne mets pas on va dire, dans l'acquisition, tu le fais organiquement. Tu le mets dans la fidélisation. Oui. Et en business, on apprend en général assez vite que l'acquisition, c'est bien plus cher que la fidélisation. Et on est dans un secteur qui marche sur la tête parce que en ESN ou dans le conseil de manière générale, on met plein badin sur l'acquise. Oui. Et en fidélisation, on est très mauvais. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième, pour moi, c'est aussi le taux de transformation des propals. C'est-à-dire le nombre de propositions que tu remets sur le nombre de propositions, l'inverse, pardon, le nombre de propositions acceptées sur le nombre de propositions remises. Et là, on est pareil, on est à bien plus de 90%. Donc tu vois, tu peux avoir ces indicateurs-là aussi qui sont intéressants. Et est-ce que c'est justement des indicateurs que tu partages à tes clients, justement, quand tu vas leur faire des propals et présenter Shodo aux entreprises avec lesquelles tu travailles? Moi, je publie dessus hyper volontiers parce que je pense que c'est important dans un building public d'ouvrir le capot et ça apporte de l'authenticité, de la crédibilité à ce qu'on fait. Moi, je pense que ce qui va intéresser, par contre, prioritairement mes clients, c'est le savoir-faire qu'on leur apporte, tu vois. Et ça, c'est une conséquence du modèle. C'est à partir du moment où tu payes bien les gens, tu leur donnes un cadre professionnel dans lequel
tu peux être performant, tu attires aussi des gens qui sont hyper compétents. Et c'est là que notre métier, tu vois, le métier du recrutement en ESN, il évolue. C'est-à-dire que tu passes d'un modèle où tu vas devoir aller faire de la outbound, tu vas aller devoir faire de l'acquisition, faire de l'approche directe, à un autre où tu as beaucoup de candidatures spontanées. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont pas qualifiés aussi, du coup. Mais pour préserver ta marque employeur, tu te dois de faire un retour à tout le monde, même si tu prends du temps. Donc voilà, donc ça, les piliers pour les clients, c'est la capacité à apporter de l'expertise, etc. Et évidemment, à garder les gens. Parce que sinon, tu te refais disrupter par les Malte, les Comet, enfin toutes les plateformes d'intermédiation de freelance, où là, pour le coup, tu as l'expertise. Oui. Garder les talents, Ouais. c'est le plus C'est difficile. un vrai sujet. Justement, Ouais. comment conserver les talents? Je vais rebondir, je vais sauter des questions, mais comment conserver les talents? Qu'est-ce que vous mettez en place chez Shodo aujourd'hui pour les garder avec vous? Bon, en fait, nous, on a travaillé sur l'innovation RH. Qui justement, tu vois, permet on investit sur de la fidélisation, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui. Donc, les premières mesures qu'on a mises en place dans ce sens-là, ça a été d'instaurer de la transparence salariale. Oui. Il y a toujours, tu vois, des inégalités salariales dans toutes les boîtes, il y en a chez nous aussi, mais elles sont publiques, elles sont expliquées. Et du coup, je pense que ce qui est hyper important, tu vois, c'est quand tu deviens transparent, il faut l'associer à de la pédagogie. Parce que la transparence en pédagogie, je ne pense pas que ce soit... Pas très sain. Il manque une chaîne. Presque dangereux, ouais. Ouais, c'est ça. Il manque une brique. Donc nous, l'idée, ça a été de se dire, c'est un parti pris. Hein. Donc là, je le dis aussi parce que pas mal de fois, on m'oppose que c'est injuste. Mais oui, c'est injuste. C'est injuste, mais toutes les grilles le sont. Pourquoi Parce que en fait, le parti pris qu'on a adopté dans notre grille de salaire fixe, c'est de rémunérer tout le monde, quiconque a la même expérience, a le même salaire fixe, quel que soit le genre, l'année d'expérience dans la boîte. C'est quelque chose d'assez brut. Donc, nous, ce qu'on trouve cool, c'est qu'on est dans un secteur où il y a, tu vois, tu vas couper l'herbe sous le pied de ce qu'on appelle, tu vois, le syndrome du mendiant, quoi. C'est-à-dire que tu vas aller négocier une REM, on est dans un secteur où on a ancré des codes, où ce sont les meilleurs négociateurs, meilleures négociatrices qui bénéficient des meilleurs avantages. Oui. Ce qui est hyper injuste, que tu as des gens qui sont introvertis alors qu'ils sont brillants, ou qui compétents. Ont un syndrome de l'imposteur. Donc, ou du mendiant, et qui partent, etc. Donc là, le parti pris, c'est de dire, voilà, à expérience égale, salaire fixe égal. Donc ça veut dire qu'on a des meufs qui reviennent de congé mat et qui ont fixe qui augmente. Vraiment, l'idée, c'est de te dire qu'on te met dans des conditions dans lesquelles la seule chose que tu as à faire, c'est de te consacrer à ton travail et d'être bon. Ça doit vous faire gagner beaucoup de temps, sur la négo. Tu sais, les temps de négo, c'est hyper latent. Parfois, les gens perdent des semaines. C'est pour ça qu'on a tu vois, un taux de propal, un taux de transfo qui est pas mal, quoi. Oui. Parce que, en fait, c'est comme au resto, quoi. Tu vois, t'as le prix des plats qui est indiqué, ça te plaît, tu rentres, ça te plaît pas, tu vas pas. Tu vois. Donc on ne perd pas de temps, il n'y a pas de négo possible. Oui. On a mis en place un simulateur de revenus qui est public. Et donc, attention, je dis, tu vois, je parle de rémunération. La rémunération, c'est pas que les salaires fixes, c'est complémenté par des variables. Et les variables, ils sont aussi fonction des TJ, donc des honoraires, hein, pour vulgariser les propos. Donc, on a mis ça en place. Donc, on a rendu nos REM de dirigeants aussi publics. Voilà, parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de dire qu'à partir du moment où tu rends les choses publiques, tu n'alimentes pas de débat. Ouais, de fantasmes. Oui, tu vois, tout est public. Oui. Voilà. Donc ça, c'est les premières mesures. Après, ce que je disais aussi, c'est qu'on a par défaut, on redistribue des congés supplémentaires. Oui. Donc on a utilisé plusieurs formules, mais là aujourd'hui, depuis 2-3 ans, tout le monde a 10 jours de congés supplémentaires. Donc en fait, on fait du supralégal. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on accompagnait des clients en banque, en assurance, dans lesquels tu as des conventions collectives qui sont hyper généreuses. Et que l'argument fondamentalement de dire les gens ont trop de congés, c'est un argument qu'on estime contournable dans le sens où vous êtes free, vous par exemple, donc en fait techniquement vous bossez quand vous voulez, et en fait ce qui fait que la collaboration elle dure, c'est la valeur que tu apportes, donc c'est le sens du service que tu vas avoir au quotidien, donc c'est ta capacité à savoir
quand est-ce que tu peux breaker ou quand est-ce que tu ne Complètement. peux pas ou dois pas. Donc ça, c'est la première réponse. L'idée derrière, c'est plutôt de se dire, on fixe un cadre qui est suffisamment flexible pour faire cohabiter deux visions. La première, c'est la vision un peu libérale de Sarko, tu vois, travailler plus pour gagner plus. Ouais. Qui est OK, sauf que nous, on rajoute une condition qui est celle qui est de dire tu poses au moins 5 semaines de congés payés par an, comme ça tu préserves les gens du burn-out. Mais en fait, quiconque veut travailler plus que ce qu'on va donner peut le faire. Oui. Et du coup, la marge la marge excédentaire est pour toi, puisque nous, on prend une marge, un forfait qui est fixe. Ok. Et puis, à côté de ça, on va faire aussi cohabiter des personnes qui ont envie de se reposer, de prendre des congés, etc., pour plein de raisons, en fait, on n'a même pas à mettre le nez dedans. Mais pareil, là, l'idée, c'est vraiment de te dire que ça, en fait, ça ne doit pas générer d'insatisfaction en clientèle. Donc, tu vois, on a nous on peut avoir des gens qui mécaniquement vont se retrouver avec la possibilité de facturer 170 jours par an. 170 jours par an, tu es à quasiment 50 jours de moins que la Syntec, ça peut poser problème. Donc, on sensibilise. En fait, on les rend autonomes, les gens. Je pense que c'est ça qui est hyper important dans le modèle. C'est l'autonomie. En fait, on considère qu'on bosse avec des cadres sub qui sont intelligents parce qu'on les a choisis. Et donc, à partir du moment où tu expliques des enjeux, on est en théorie toutes et tous capables de prendre de meilleures décisions parce qu'on a compris tous les tenants et aboutissants. Oui, et donc, c'est ça les deux cadres. Oui, je comprends. Les deux cadres. Et puis, le troisième, c'est qu'en fait, on est dans un secteur aussi où on a une sous-représentation de meufs. Oui. Tu vois, je sais pas, dans les devs, je crois que c'est moins de 23% de femmes dans le métier de dev. Dans la tech, après, tu auras de la surreprésentation dans d'autres catégories, tu vois, dans les profils peut-être un peu plus produits, PO, etc., RH, com. Mais en fait, c'est pas moi, hein, mais on a un cercle féminin qui s'est penché sur le sujet, qui a pensé des mesures qu'on a validées parce qu'elles étaient cool. Et donc, tu vois, tu retrouves par exemple beaucoup de mesures autour de la parentalité. Donc, tu vois, on a rendu le congé pater obligatoire. On donne la possibilité aux coparents de prendre, par exemple, de se faire financer au moins un mois de congé parental avec maintien de salaire. On a mis en place des rythmes, tu vois, le rythme de quand tu vas partir en congé mat, les derniers jours, tu as un rythme qui est aménagé. Quand tu reprends pendant un mois, tu as un rythme aménagé aussi. Crescendo. Voilà, on a fait ça. Donc, on a fait beaucoup de choses autour de la parentalité. On a fait aussi des choses autour du congé menstruel. Donc, en fait, on met de l'innovation RH parce qu'on veut fidéliser. Tu vois, la dernière mesure qu'on a instaurée il y a maintenant 2 ans, c'est le congé d'ancienneté illimité. En fait, tu prends un jour d'ancienneté par CP, par année d'ancienneté. Intéressant. L'idée, c'est de dire tout ce qu'on n'investit pas dans de l'acquise. En fait, on peut le mettre dans de la fidélisation parce qu'en fait, ça n'a plus besoin de. Ah, tu peux pas financer les deux. Mais en fait, il vaut mieux te retrouver avec pas beaucoup de turnover et des gens qui sont bien, qui sont compétents, qui restent avec ton savoir-faire, qui progressent tu vois, en qualité et en quantité, plutôt que de gérer des problèmes à chaque fois, de ça recruter. Coûte très cher aussi, les problèmes RH. Un, ça coûte très cher. 2, en fait, quand tu regardes aujourd'hui les ESN, la plupart maintenant, elles ont au moins 30% de leur effectif qui sont complétés par des free. Parce qu'en fait, tu as un vrai problème de fuite de talent. De recrutement. Ouais. Et puis, en effet, ta pyramide des âges, elle s'est vachement rajeunie, quoi. Exactement. Donc, à la fois, fuite des talents, contrer un peu cette fuite de talent et faciliter les recrutements et que ça vous fasse gagner du temps, en fait, juste avant l'onboarding, quoi. C'est hyper intéressant. Hyper inspirant. Mais tu vois, une fois que je te dis ça, parce que là, on est en plein dedans, ça fait 7 ans qu'on bosse. C'est peut-être paradoxal ce que je veux dire, mais en fait, tout ça, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, tu vois, entreprendre pour bien partager la valeur, bien payer les gens, maximiser le bien-être, c'est pas une fin en soi. En fait, l'idée derrière, c'est aussi Enfin, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai envie de démontrer, ce qu'on a envie de démontrer à Guillaume, c'est que derrière, tu crées un cadre qui rend ta boîte robuste, c'est-à-dire qu'elle peut traverser les crises, etc. Les crises, Mais surtout, l'idée, c'est aussi de pouvoir
tu vois, c'est qu'on ait un modèle qui puisse aussi nourrir à la fois de l'exigence Oui. et de l'ambition. Oui. Et c'est un modèle, tu vois, qui, tu vois, nous, on a envie d'aller concurrencer les références du secteur. Tu vois, en fait, on n'entreprend pas de manière sociale pour finir dans le ventre mou et se dire, OK, c'est bien, on est gentil. Enfin, tu vois, on est gentil. C'est juste ça la nuance. Et justement, comment tu fais participer, c'est une question que je pose un peu de façon ouverte à tous les deux, sur toute cette innovation sociale, comment vous embarquez les parties prenantes dans ces réflexions-là? Parce que nous, en l'occurrence pour COSM, on est passé en coopérative, donc maintenant aujourd'hui on a tous une même voix et donc on participe aux décisions, etc., de tout le développement. Comment ça se passe, toi, chez Shodo? Nous, on n'est pas une scope. Donc en fait, on a travaillé sur un modèle d'actionnariat salarié où on avait une première manco. Là, on est en train de finaliser la création d'une deuxième où tout le monde va monter. Et en fait, l'idée, juste pour faire en rapide, on s'est créé vraiment nous tu vois, un legacy en termes d'orga parce que la vision qu'on a de Shodo, en fait, si on l'avait eu dès le départ, on se serait organisé différemment. Mais on est parti au tout début sur un modèle mère-fille, donc de filiale, qui était problématique à plein d'égards et qu'on va finir de corriger là, parce qu'en fait, on crée une holding. Shodo va devenir une holding opérationnelle. On sépare l'opérationnel de l'exploit, et avec que des sociétés du coup sœurs en dessous. En gros, on a travaillé sur la structure ces 18 derniers mois pour permettre d'avoir de l'efficacité, de la lisibilité, de l'efficacité opérationnelle aussi, enfin pas que juridique. Donc on n'est pas une scope, on a un modèle où avec Guillaume, à deux, on a la décision ordinaire. On a accepté de perdre la décision extraordinaire parce que c'est pas grave. D'accord. On a des salariés, tu vois, dans la holding qui ont plus de 30% des voix. Donc, ce qui est hyper cool, ça veut dire qu'en termes de gouvernance, ça nous oblige, mais dans le bon sens du terme, tu vois, à être en harmonie avec Guillaume, ce qui est toujours le cas. Et si jamais un jour, il y avait une décision sur laquelle on n'arrive pas à trancher, on n'est pas d'accord, en fait, tu prends 30% plus tu vois, de nos voix respectives, on a une majorité. Donc en fait, du coup, tu donnes du pouvoir de décision tu vois, dans l'hypothèse où on n'arriverait pas à se mettre d'accord. Mais aujourd'hui, la vision et la décision, on la porte ensemble. Nous, on a souhaité, par contre, tu vois, faire de l'actionnariat salarié, en fait, se diluer parce qu'on considère que, en tout cas, on considère que c'est notre vision du partage. Voilà, Ah bah c'est vrai, enfin Pauline, sur cette... je dirais, je rebondis sur ce que tu disais, John. Donc nous, on n'est pas non plus une scope. Mais SIC, je ne sais pas si tu connais ce modèle, c'est Société coopérative d'intérêt collectif. On en reparlera plus en détail si tu veux. Parce qu'en fait, la scope, du coup, nous demandait de devenir salarié et du coup, un autre débat, mais du coup, nous, donc, on est un collectif de freelance. Et je trouve que ce passage pour répondre à la question d'Aliénor, du coup, qui était sur un peu l'engagement, comment on garde les gens, nous, ça a tout changé. Enfin, je trouve, il y avait déjà un fort engagement dans COSM. Je pense là, tu sais, par rapport plus au modèle, à la vision du travail qu'on se fait, à ce souhait de rester très libre, indépendant, mais d'appartenir à un groupe. Et tu parlais de communion un peu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ce mot. Et je trouve le passage en SIC, en tout cas pour nous, en tout cas notre modèle, a été hyper fort. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'autonomie. Je pense le fait, nous, d'être libre, autonome, de pouvoir garder nos clients aussi en perso, mais de créer toutes les conditions dans la coopérative qui font qu'en fait, tu as envie de basculer tes clients dans la coopérative à plein d'égards, c'est plus intéressant. Et il y a aussi un sujet, quand tu es freelance, d'avoir une appartenance donc, à un groupe, de sortir, de casser cette solitude, évidemment. Et le modèle coopératif, et notamment la SIC, te permet aussi tu vois, d'être associé, de prendre des parts, et surtout, je trouve intéressant là-dedans, c'est
de pouvoir laisser la place, c'est hyper mouvant. Donc à la fois de pouvoir être au comité coopératif, l'année dernière Aliénor y était, cette année elle y est plus pour se concentrer sur le média, peut-être que l'année prochaine elle y reviendra. Aujourd'hui je suis présidente depuis 3 ans, demain je peux ne pas être présidente et devenir DG ou rien, si je le souhaite aussi. Et en tout cas nous chez COS, ce que je constate c'est ça, c'est ce qui fait un peu rester les gens depuis 7 ans. C'est le fait que l'aventure leur parle, la vision leur parle et qu'ils peuvent trouver leur propre place aussi en fonction de leurs envies d'une année sur l'autre aussi, tu vois. Donc voilà, je rebondis, je boucle la boucle, Aliénor, sur ta question. Mais je continue de boucler sur justement toutes les innovations qui ont été mises en place chez Shodo. Est-ce que ça a renforcé le sentiment d'appartenance? Comment tu le ressens aujourd'hui auprès des salariés qui ont Qu'est-ce que disent les salariés de tout ça? En fait, la réponse la plus simple que je peux te donner, c'est qu'on a un turnover qui est faible. Donc, on a un sentiment d'appartenance, je pense, par essence, qui est évident, qui est plus fort. Oui. Après, il n'est pas parfait du tout, parce qu'on a quand même un modèle, nous, de collaboration qui fait qu'on a des gens qui sont en mission, tu vois, chez des clients qui passent beaucoup de temps à l'extérieur, et quand même, on a créé des rituels. Tu vois, on a ce qu'on appelle des show days, qui sont des journées communautaires que tu passes au siège avec des collègues pour coder, te former, parfois rien faire. Enfin, qu'importe, c'est une journée dédiée au vivre ensemble, qui renforce la cohésion, etc. On a ouvert le capital, ce qui est censé aussi à long terme renforcer la cohésion, mais après, c'est hyper abscon d'être associé pour la plupart des gens, parce que ne serait-ce que parce que déjà on ne s'est versé aucun dividende, et en fait beaucoup de gens, je pense, découvrent que tu as signé un CERFA, tu as fait un chèque aussi symbolique soit-il, mais tu as quand même fait un chèque, et derrière tu es convoqué à des AG. Ça reste très abscon parce qu'en fait tu ne vois pas encore toutes les histoires, tu vois pas les impacts de tout ça. Après, tu vois, nous on fait sur vraiment une vision long terme. On s'est pas créé avec une intention d'exit. Oui. On est dans du temps long. Mais oui, enfin pour recentrer et couper sur le sujet, oui, on a moins de turnover. Donc oui, ça marche. Après, on est une organisation aussi qui reste jeune. Chaque filiale de Shodo est dirigée par un binôme de DG. Très souvent, ce sont des gens qui sont primo-accédants en termes de direction. Beaucoup sont des devs qui n'ont jamais occupé de fonction de manager avant, etc. Donc en fait, il y a tout un tas de plafonds de verre aussi qu'on essaye de faire sauter. Et nous, ça nous a forcé énormément, tu vois, les 2 dernières années à travailler notre accompagnement tu vois, travailler la gouvernance, travailler l'accompagnement, l'onboarding des managers, enfin, tu vois, des dirigeants. Parce qu'en fait, on anime, nous, aujourd'hui, on anime des dirigeants. Oui, c'est ça. Et on anime des dirigeants dans un contexte économique qui n'est pas ouf. Ouais, c'est difficile. Donc, voilà, mais après, c'est le chemin qu'on a choisi. On aurait pu rester dans le modèle classique. En tout cas, en termes effectivement, de capital hyper vertical avec des managers salariés, mais ce n'est pas le chemin qu'on voulait emprunter. Toutes ces idées que vous avez, elles viennent de toi et Guillaume. Vous faites participer. Enfin, comment est-ce que les gens peuvent vous faire remonter des choses, des idées? Enfin, vous mettez quoi en place pour tout ça? Alors en fait, techniquement, nous on a basculé toute notre culture par écrit. Open source aussi, peut-être. Et open source, mais on a par exemple dans Notion, nous on a au niveau de la gouvernance, on s'est engagé à communiquer sur tous les sujets qui sont en réflexion. C'est vrai qu'avec Guillaume, en fait, tous les sujets sur lesquels on bosse, on les met dans Notion. Et tout le monde peut y avoir accès. Voilà. Et commenter. Tu as accès à Notion, tu peux demander des comptes en fait régulièrement. Et à l'inverse, n'importe qui peut soumettre une idée. À partir du moment où en fait elle est validée, tu vois, il y a un quorum, je crois d'atteindre 25% des effectifs qui mettent un pouce comme ça. Nous, on doit la regarder. On s'engage à y apporter une réponse. Aujourd'hui, tout est ouvert, mais la majorité des idées, en fait. Moi, je pense qu'on a une capacité à innover très régulièrement avec Guillaume. Donc, en fait, on a un modèle qui
tu vois, entre ce qu'on avait en tête en mars 2019 et ce qu'il y aura en mars 2026, il y a des choses qu'on a fait bouger. Parce que nécessité fait loi parfois, et puis ensuite parce que tu te rends compte que tu peux encore aller plus loin. Tu vois, je te donne plein d'exemples. L'ouverture du capital aux salariés, c'était pas prévu, donc on l'a fait au bout de 2 ans. Ok. Tu vois, les mesures d'égalité de genre, ça j'en ai parlé, c'est pareil, c'est arrivé après. On a supprimé aussi la période d'essai par défaut de nos contrats à durée terminée en 2023, en janvier 2023. Et tu vois, là, ça c'est intéressant parce qu'on l'a supprimé parce qu'on considérait que ça précarisait inutilement au niveau des devs parce qu'en fait, on avait une marge d'erreur qui était hyper faible. Je ne sais pas te la quantifier, mais probablement inférieure à 5%. D'accord. Et du coup, on pénalise 95% des gens pour quelque chose qui n'est pas nécessaire. Oui, d'accord. En revanche, tu vois, on l'avait supprimé sur tous les autres profils, donc les profils staff, notamment, les fonctions transverses. Et en fait, on la remet parce qu'en fait, on s'est rendu compte à l'usage que en fait, le recul qu'on a sur la capacité à recruter des devs, on ne l'a pas, sur les autres profils. D'accord. Oui, ça, pareil, on l'a expliqué. Alors, du coup, quand tu supprimes une période d'essai par défaut, là, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est que tu proposes de remettre un CDI sans période d'essai. D'accord. Et en fait, c'est ton ou ta future salarié qui l'accepte ou pas. Mais en fait, quiconque demande une période d'essai, tu es obligé de la laisser dans le contrat. Tu vois. Et donc, en fait, j'ai le sentiment, moi, quand tu parles là, que tu as craqué un truc, vous avez craqué un truc qui est plutôt que de travailler avec des prestataires, du coup, salariés, enfin, du coup, tu travailles, enfin, vous avez construit en fait votre communauté. Tu parlais de communauté tout à l'heure, on en parlait avec Noémie Kemp aussi. Tout à fait. Toutes ces personnes, du coup, elles vont vraiment avoir une implication dans la vie de la structure. Mais en fait, ouais, pour te répondre, moi j'ai toujours pensé que le salarié c'est cool. Tu vois, le salarié c'est cool. Simplement, l'expérience salariée ou salariale qu'on nous proposait. Qu'on nous propose beaucoup, qu'on nous propose encore majoritairement, dans notre secteur, elle est devenue moins cool. Oui. Pour toutes les raisons que tu vois qu'on a balayées, tu vois, le fait que tu aies des rémunérations à la tête du client, ou parce que tu es une bonne négociatrice ou un bon négociateur. Et du coup, tu peux avoir ce secteur-là, en fait, finalement, il a, moi je trouve que la clé qui n'allait pas, c'est le curseur de répartition. Oui. Mais à partir du moment où tu remets de l'équité dans la répartition, que tu rends les gens autonomes, que tu leur fais confiance, etc., moi je ne pense pas que... Enfin, tu vois, je comprends pourquoi le modèle du freelancing a le vent en poupe. Je ne suis pas convaincu qu'on soit dans une société où tout le monde a envie d'être à son compte. Ah, tout à fait. Oui, ça, bien sûr. Clairement. Et donc c'est pour ça que... C'est pas fait pour tout le monde d'ailleurs. Non. Ouais, exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de la place dans une autre forme de salariat. Et en fait... Nous, on le dit, on l'a fait, on a rendu public notre playbook. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que sur les 3 dernières années, il y a entre 15 et 20 boîtes qui se sont créées en reprenant notre modèle. Ça veut dire qu'en fait, c'est un modèle qui suscite du désir, à la fois chez des cofondatrices et cofondateurs, mais évidemment chez des salariés. Et uniquement dans le secteur des ESN, ou est-ce que c'est aujourd'hui ce que vous avez expérimenté, c'est transposable dans d'autres secteurs? Moi, je suis convaincu que c'est transposable dans d'autres secteurs avec des curseurs un peu différents. Parce que, par exemple, tu vois, on est quand même dans un secteur où les gens gagnent extrêmement bien leur vie. Donc, tu vois, ça, je ne l'avais pas dit, mais nous, on a encadré nos rémunérations avec au choix de plafond, soit 3 fois la plus petite rémunération ou 2 fois la médiane. Évidemment que si tu vas bosser dans un secteur où tu es sur des REM qui sont beaucoup plus basses en moyenne, ces curseurs-là, il faut les bouger. Mais moi, je trouve que c'est hyper bienvenu d'encadrer ton salaire quand tu es dirigeant. Encadrer ton salaire, ça ne veut pas dire que tu es condamné à ne pas gagner ta vie. Non. Ça veut juste dire que pour que toi, tu puisses bien gagner ta vie, la condition, c'est qu'en fait, ta communauté gagne mieux sa vie. Ah oui. C'est ça. Mais justement, tu le dis dans plusieurs de tes posts, et sur cette notion de bon sens dans le business. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce que est-ce que le bon sens est mort dans le business?
Non, mais en fait, je sais pas tant si c'est du bon sens parce que j'ai pas la prétention de dire que mes contradicteurs n'en ont pas. Ce qui est une évidence, c'est que la vision libérale, hyper libérale du business, qui est de dire, en fait, c'est le Far West, les gens, s'ils sont pas contents, ils vont ailleurs, et je l'accepte. Et je trouverai toujours quelqu'un Personne pour les n'est remplacer, irremplaçable. etc. Et en fait, c'est la main invisible qui régule le marché, et c'est comme ça. Moi, je pense que sur le plan de la valeur, il y a des ESN qui partent dans l'espace, tu vois, en termes de valorisation, valeur. Donc, tu vois, c'est pour ça que je te dis, il n'y a rien à dire là-dessus. Si c'est ça ta boussole, aucun problème. Oui. Moi, je pense juste qu'à partir du moment où... Alors, deux choses. Déjà, je considère effectivement... tu vois, moi, une des raisons pour laquelle j'entreprends, c'est parce que j'ai la possibilité de créer une boîte qui est à mon image, dans laquelle je peux être souverain, quoi. Tu vois, ma vision peut être souveraine. Et où de fait, je gagne le droit de travailler comme j'ai envie de le faire et comme je considère juste de le faire. Oui. Donc, il y a des choses, tu vois, dans la vision libérale qui ne me conviennent plus et que je ne fais pas. En revanche, et c'est peut-être ça qui peut faire converger tout le monde, moi, je voudrais bien qu'on me prouve qu'en 2025, qu'on peut recréer des énormes boîtes. Tu vois, je pense que les très belles, enfin, très grosses valeurs dans le secteur, je sais pas, Alten, Altran, Devoteam, qui sont des boîtes où je partage pas le mode opératoire, mais je ne peux pas dire, ou je ne peux que m'incliner devant la réussite entrepreneuriale, etc. Mais je ne suis pas convaincu que tu pourrais en créer en 2025, tu pourrais recréer sur ce modèle-là la même réussite. Oui, c'est sur des modèles à bout de souffle aussi, où on se rend compte en fait, tu te fais disrupter à un moment donné, et quelque part, je pense que là, on s'accorde tous à dire, tu vois, c'est ça aussi le libéralisme, c'est la libre concurrence, c'est qu'en fait, à un moment donné, les gens, les salariés, l'attractivité de ta boîte, c'est aussi un marqueur qui montre que tu es dans le droit chemin ou pas. Quand tu n'arrives plus à recruter, c'est peut-être que tu as un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Quand tu n'arrives pas à recruter et que tu as du turn. Oui. Les deux critères que tu évoquais en introduction, qui sont vraiment les deux indicateurs, les deux marqueurs, exactement. Et oui, un truc qui nous a marqué aussi chez Shodo, c'est le fait que ton business model soit en open source. Oui. Parce que c'est vrai que cette dynamique de coopération, même au sein du secteur, justement avec nous, en l'occurrence avec d'autres free ou des partenaires ou des clients, où justement, en fait, on abolit un peu ces frontières qu'il peut y avoir entre structures. Comment ça se met en place et surtout comment tes concurrents le reçoivent? Alors en fait, tu vois, tout à l'heure, je te disais qu'il y avait entre 15 et 20 boîtes qui s'étaient créées sur les 3 dernières années, et je le sais d'autant qu'il y en a, c'est des potes. Oui. D'autres, on les a mentorés. Et puis il y en a qui pop out of the blue, et en fait, on se rend compte que ils ont appliqué notre modèle. En fait, je suis super content, ça ne me pose aucun problème, parce que je pense que notre secteur, il a besoin de changement. Parce qu'encore une fois, si le modèle ne change pas, tu es disrupté par les Maltes, etc., qui aujourd'hui sont quand même dans un essor qui est... pour moi, c'est le premier concurrent des ESN, en fait. Et le changement va beaucoup plus vite quand il est porté à plusieurs. Donc moi, je préfère qu'il y ait plein de gens qui fassent comme nous, parce que je suis convaincu que ça ne m'empêchera pas de vivre, tu vois. Et de continuer à entreprendre. Et donc, tu vois, on accompagne depuis plusieurs mois déjà je les appelle même pas des concurrents, mais des pairs, quoi, PAIR, S. Tu vois, on a une offre d'accompagnement stratégique qui franchement nous fait gagner 3 francs 6 sous. C'est pas le sujet. En fait, on n'a pas pensé cette offre pour gagner notre vie. Parce qu'en fait, notre vie, on la gagne à travers notre activité principale. Et c'est très bien comme ça. En revanche, moi, je considère que c'est une activité qui fait de nous de meilleurs dirigeants, qui nous force sans arrêt à... déjà, en fait, on n'est pas des consultants, on est des dirigeants qui avons testé sur le terrain, qui échangeons avec d'autres dirigeants. Avec pratiques à transmettre. Et donc, en fait, ça te fait grandir. Parce que tu te fais challenger un peu sévère parfois par des gens qui ne sont pas des noobs. Et en fait, c'est bon pour tout le monde. Tu vois, c'est ça que je veux dire.
Ce facteur de transmission, je pense que ça fait écho. Pauline qui est dans le milieu des communautés. Non, mais c'est sûr. Enfin, cette idée de transmission, en fait, on a la même vision. En fait, on a développé aussi cette offre-là d'accompagnement. Il y a énormément de gens qui voulaient lancer leur collectif et je pense que c'est que le début. Ouais. Et en fait, on a créé avec Elodie, du coup, cette offre-là pour accompagner des gens à créer ou structurer leur collectif. Souvent, d'ailleurs, à structurer, parce que c'est des gens qui essayent, Bien sûr. et pour qui ça ne fonctionne pas. Et du coup, ils ont besoin de retour d'expérience. Moi, mon point, en fait, c'est un peu le même que le tien. C'est de dire, en fait, on peut... moi, en fait, les agences traditionnelles, je trouve que c'est un modèle qui meurt à petit feu. Et du coup, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus de collectifs de freelance, puisque je crois en ce modèle-là. Et j'aime beaucoup aussi cette vision, la tienne, qui est de dire en fait, ça va plus loin que les ESN, ton discours. C'est ça qui me plaît dedans. C'est au-delà de l'ESN, c'est de dire qu'en fait, on peut redorer le salariat. Et je suis d'accord avec toi, parce que cette vision-là, je l'ai eue complètement au départ. Alors moi, en me lançant tout feu, tout flamme dans le freelancing, parce que c'est ma manière de travailler, de vivre, j'aime ça. Et visiblement, je suis pas la seule, je pense qu'on est des millions en France. Ouais. Mais par contre, j'aime cette vision que tu as de dire on peut redorer le salariat, on peut recroire en le salariat, parce que je pense qu'il y en a qui ont beaucoup perdu la foi. Ouais. On a perdu la foi et on en est peut-être des modèles et des preuves vivantes. Tous ces freelances, comme tu disais, qui se lancent, qui sont partis de leur boîte, qui n'ont pas été satisfaits finalement dans leur structure quelle qu'elle soit, on s'en fout. Ça me plaît. Ça me plaît de dire qu'on peut y croire de nouveau, qu'il y a des boîtes comme Shodo et d'autres, mais qui justement ont une vision plus inclusive, plus innovante en termes d'outils RH, etc. Et moi, ça me fait recroire en le salariat, vraiment. Ouais, mais en fait, je pense que c'est important d'essayer. Et c'est aussi ça, je trouve, qu'on a, nous, que les gens ont, à partir du moment où tu travailles. Je pense que quand il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu as le pouvoir d'essayer de le changer à ton échelle. Totalement. Si on te je rebondis de nouveau sur ce que tu disais, Jonathan. Le fait, je sais pas si toi, ça vous fait ça chez Shodo, mais quand vous accompagnez du coup ces pairs ou ces pseudo-concurrents en fait, à se développer un peu sur le même modèle, ce qu'on fait aussi, moi je trouve qu'on se nourrit. Et qu'en fait, on se nourrit, que en fait, eux, ils arrivent avec leurs problématiques qu'on n'aura peut-être pas identifiées forcément. Et en fait, ça nous fait aussi nous évoluer dans nos pratiques. Je sais pas si ça vous fait pareil. Je trouve ça assez puissant. Parce qu'en fait, on n'a pas le savoir. Évidemment, oui. C'est ce que je te dis, tu parles à des pairs, donc les problématiques qu'ils vont avoir, la manière avec laquelle ils vont penser, avec laquelle tu vas avoir éventuellement des objections à lever, ça te force. Je le dis de manière simple, ça fait toi un meilleur dirigeant, une meilleure dirigeante quand tu fais cette activité-là. C'est pour ça que c'est un side qui n'est pas un side qui est rémunérateur, parce que franchement, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Et qui est rémunérateur, peut-être humainement et au niveau des valeurs, et qui te nourrit en tant qu'individu. Aussi, non mais je veux dire, c'est toujours cool d'échanger avec des gens, etc. Mais je pense que quand t'as de l'exigence, t'as de l'ambition, ça te force vraiment à être affûté, à savoir justifier pourquoi tu préconises dans ton modèle tel axe plutôt qu'un autre. Et en fait, ce qui s'énonce clairement, ça c'est hyper dur de savoir énoncer les choses de manière très claire. Ça nécessite beaucoup de travail en amont et c'est ça qu'on affûte. C'est la question que je voulais te poser, parce que justement, quand on réinvente un modèle comme ça, comment on communique ces différents engagements ? Parce que c'est vrai qu'il y a la notion de plus de technique, comme tu le disais, les personnes qui signent leur CERFA en fait, ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'elles vont pouvoir avoir. À l'interne et à l'externe, en fait. Interne, externe. Comment on communique sur ces engagements-là ? Déjà, on n'est pas obligé de communiquer, mais c'est dommage, je trouve, de ne pas le faire. Oui, moi, j'ai pris le parti de le faire très vite, tu vois. Comment est-ce que ça s'est fait donc nous, on s'est créé en mars 2019. Je me souviens que, en fait, au bout d'un an, on se dit on va écrire un manifeste où on va expliquer vraiment tout ce qu'on a fait. Et le manifeste, tu vois, je l'écris, puis je le fais relire par Guillaume et Laurie. Et en fait, on publie. Et là, en fait, on se rend compte, on rentre dans un tunnel. C'est complètement inattendu, mais pendant 3 mois, on prend des candidatures comme on n'en a jamais pris. C'est vrai ? Ouais.
Après publication du Après manifeste. publication. Waouh. Ok. Alors que tu vois, on n'est pas connu, je sais pas combien on est à la fin de la première année, on est une petite quinzaine, peut-être petite vingtaine, j'ai plus les chiffres en tête. Ah, c'est Mais un on fait vrai très peu, impact. on fait très peu de com. On a un site internet qui est hyper basique, mais en fait, on se rend compte que, en fait, tu crantes en termes de marque employeur. Pourquoi? Parce que dans notre secteur, toutes les marques employeurs sont similaires. Oui. Il n'y a aucune preuve sociale. En fait, tout le monde est bienveillant, taille humaine, ce que tu veux. Tous les adjectifs, Tu as les codes etc. couleurs, tu as Ouais. les mêmes offres. Enfin, c'est hyper compliqué de se différencier, c'est très dur. Donc nous, on a pris ce parti pris-là. Et puis après, je pense que c'est en 2023, moi je décide d'aller faire de la publication sur LinkedIn, d'aller faire un build in public, parce que je considère que l'authenticité et en fait ta marque employeur, elle commence par la visibilité du dirigeant ou de la dirigeante. Totalement. Ouais. C'est un marqueur beaucoup plus fort que de communiquer via le compte, tu as la personne morale, toujours, Que de l'entité. qui est toujours assimilée à de la réclame dans la tête des gens. Oui. D'ailleurs, c'est 3% des feeds sur LinkedIn. Il y a que, en fait, les gens veulent lire des humains. Et donc, ouais, ça en fait, quand moi j'ai commencé à le faire, je me suis rendu compte qu'il y a un avant et un après, hein, tu vois, en termes de marque employeur, en termes de candidature spontanée, en termes de résonance, etc. Enfin, le pouvoir médiatique, c'est exceptionnel à partir du moment où tu en comprends les codes et tu l'utilises. Je ne vais pas dire à bon escient, mais parce qu'en fait, on a tous une vision un peu subjective de ce qu'est à bon escient, mais en tout cas, tu peux en faire quelque chose de très cool. Tu as réussi à embarquer d'autres gens de la boîte Ouais. Oui, bah là-dedans? Laurie Maurice, qui est DG de Chaudeau Paris, la maison mère, publie aussi très souvent. Ok. On a des techs qui publient très souvent. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu es plusieurs à publier sur des thématiques un peu différentes et complémentaires, tu crées quand même de l'engagement, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et c'est quelque chose qui se fait sur le volontariat, entre guillemets, ou justement vous formez un peu les... On forme, on donne les moyens, etc. Ok. Après, c'est du volontariat, parce que je pense que tu vas forcer des gens à aller publier, ça n'a aucun sens, parce que c'est pas authentique. Et puis en fait, Ça fait et puis après, faut juste dire les termes, c'est quand même du boulot. Oui. C'est beaucoup de boulot de durer, publier, etc. Ça reste un travail. Moi, je considère que en tant que dirigeant, c'est une énorme erreur de pas le faire, parce que l'avantage il est manifeste. Donc ouais, enfin, je veux dire, je communique bien volontiers et on le fait. Je pense que c'est important et c'est tellement important que par la force des choses, tu vois, on communique plus du tout via Chaudeau via Chaudeau et la en tant que page. tel. Ouais. Ça, c'est hyper rare, quoi. C'est la voix des dirigeants qui compte. Ouais, mais en fait, parce que tu vois, on reste quand même dans une logique de ROI, nous, en termes de. On est une structure très lean. Donc en fait, tout ce qu'on fait doit avoir un impact et en fait mettre du temps et de l'argent, parce qu'en fait c'est toujours un peu lié, dans de la com, marque employeur via ton compte, ta personne morale. C'est pareil, ça, je pense que c'est hyper disrupté, quoi. Oui. Tu regardes ce qui est fait par la concurrence quand c'est que de la personne morale, c'est pas ouf. Ah non. Tu vois? Ouais, Non, c'est pas incarné. C'est pas incarné, puis en fait, c'est pas intéressant. En fait, il y a rien qui se démarque. En fait, tu vois, je pense que la clé dans le marketing RH, c'est de savoir se démarquer, c'est de se rendre extraordinaire. Ouais. Tu vois, dans le sens vraiment, tu sors de l'ordinaire. Et une bonne marque employeur, c'est ça. Avec tout ce que vous avez mis en place d'année en année, parce que c'est allé crescendo, en fait. Vous avez testé des choses. Oui. T'as le sentiment, justement, du coup, qu'avec tes équipes, parce que tu disais que vous avez des locaux, du coup, à Paris, c'est ça? Mais du coup, tout le monde est un peu en mission à droite à gauche, donc il y a quand même ce besoin, du coup, de faire collectif chez Chaudeau. Oui, bien sûr. Comment, avec tout ce que vous avez mis en place ces dernières années, toi, tu as le sentiment que ces mesures-là concrètes, ces choses que vous avez testées et validées, créent justement un sentiment d'appartenance plus fort et font que les parties prenantes internes font plus collectif? Ouais, en fait, moi j'en ai la conviction, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, là je regarde que le turnover, donc le turnover te donne déjà
tu vois une photographie de ta dynamique tu vois, instantanée et quand même, après, le turnover augmente. Je veux dire, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On était à moins de 5, là on a passé les 5, on va être en dessous des 7. Donc en fait, on est sur une trajectoire qui est ascendante. Après, ce qui compte, je pense que dans le turnover, il faut savoir analyser, c'est le turnover subi qui est hyper important pour moi. Ouais. Autrement dit, les personnes qui partent et qui n'avaient aucune raison de le faire. Oui, d'accord. Quand tu as des gens qui traversent la France pour suivre un conjoint ou une conjointe, en fait, c'est pas rien, c'est la Tout vie. s'explique. C'est heureux pour eux. Quand tu as des gens qui vont avoir une opportunité professionnelle extraordinaire, en fait, faut réapprendre des choses simples. C'est se réjouir pour les gens avec qui tu as bossé, que tu apprécies, qui t'ont apporté de la valeur et qui te disent merci, à qui tu dis merci. Tu vois. Totalement. Ça, c'est mon premier élément de réponse. Après, donc il est empirique, hein, je compare dans un même secteur, je compare une performance RH. Après, je pense que c'est pas parce que tu es bien que tu vois, on n'est pas arrivé. Toutes les boîtes, à un moment donné, se sont disruptées et je pense qu'on n'échappera pas à la règle. Donc, ce qu'il faut, c'est être ouvert au changement. Il faut être en capacité aussi de savoir dire quand tu fais de la merde, tu vois, parce que ça nous arrive. Et puis réagir vite, quoi. Il ne faut pas rester statique. Faut pas rester statique. Et je pense aussi que, enfin moi, tu vois, ça fait plus de 20 ans que je bosse maintenant. Je suis persuadé que ce que voudront les gens dans 10-15 ans ne sera pas forcément ce que les gens veulent actuellement. De la même manière que, tu vois, moi, quand j'ai commencé à bosser en 2004-2005, tu vois, il n'y avait pas du tout d'aspiration d'équilibre vie pro, vie perso. Je te dis pas que c'est bien ou pas bien. Hein. Non, je te dis juste que moi, ça peut encore changer. Quand j'étais encore au boulot à 20h30 à la Défense en semaine, je me disais pas, ouais, en fait, vas-y, rentre chez toi. C'est la normalité encore de énormément de gens aujourd'hui. Et je dirais, il y a des boîtes qui t'ont inspiré dans la démarche. Comment tu as eu ce déclic-là, en fait? Parce que moi, je trouve qu'on est des structures qui avons un peu un temps d'avance dans nos modèles, dans notre vision, dans notre manière d'opérer aussi, dans les projets qu'on mène. Ouais. Donc, le temps d'avance, on l'a. Mais est-ce qu'il y a des gens, des structures qui t'ont inspiré ou est-ce que on est un peu quand même des aliens un petit peu dans tout ce système? Des laborantins? Non, mais je pense que c'est inévitablement tu vois, les deux. C'est-à-dire que moi, depuis surtout que je fais un building public, je suis des boîtes qui font des trucs hyper cool. Tu vois, pendant un temps, je regardais ce que faisaient des boîtes comme Welcome to the Jungle, qui ont été hyper avant-gardistes sur la flexibilité, ou Laurent de la Clergerie, la LDLC. Oui. Je suis depuis longtemps ce que fait Alan, parce qu'il y a des choses qui sont hyper cool sur notamment la transparence, la capacité à justement à tout rédiger, tout expliquer, etc. Il y a des choses hyper inspirantes. Je trouve que, tu vois, il y a une boîte, vous connaissez peut-être, qui s'appelle Clinitex, dans le Nord. Ils font des ménages, ils ont une vision aussi de management qui est hyper libérée, qui est très inspirante. Et puis au fur et à mesure, enfin, tu vois, au gré des rencontres, je suis aussi tombé sur des gens, vous connaissez peut-être, comme Anaïs Georgelin, des spécialistes tu vois, du management. So Many Ways, non ? Ouais, voilà, tout à fait, qui explorent tu vois, le future of work, mais de manière hyper documentée, hyper applicable. Donc, inévitablement, tu gravites dans l'écosystème. Tu t'aspires, mais je pense que, tu vois, nous, on n'a jamais eu peur d'essayer des choses, de tester des choses, de se tromper. Et je pense même que ce qui est désirable, c'est de se tromper vite. Tu vois, parce que le pire, c'est de se tromper très lentement. Mais se tromper vite, c'est canon. Faut être ultra agile. Ouais. Le modèle coopératif, ça vous fait peur? Ça vous inspire? C'est un truc En fait, ni l'un ni l'autre. J'avais regardé, moi, le modèle de coopérative parce que on avait vraiment, enfin, notre objectif, c'était de redistribuer la valeur équitablement. Et tu vois, moi, à ce titre,
pendant très longtemps, on nous a bassiné là, avec, je sais plus comment on appelle ça, là, l'économie sociale solidaire. Là. Le SS. Ouais, le SS. Et en fait, le SS, enfin, en tout cas, moi, la perception que j'en ai eue, j'avais un peu l'impression que, tu vois, on nous donne un petit bac à sable. En disant, hey, les boîtes un peu gentilles, allez jouer dans le bac à sable. J'ai déjà entendu dire ça, je crois. Et puis on va laisser les vieux papas quand même faire du cash. Ça m'a pas trop plu. Et en fait, je pense que tu peux avoir une vision hyper ambitieuse, hyper redistributive, même dans des sociétés, dans des SAS. En fait, t'as besoin de personne. Le statut ne définit pas pour faire du supralégal et de... décider ce que tu fais. Il ne fait pas la vertu. Voilà. Donc c'est pour ça que, tu vois, moi par exemple, dans les scopes alors après, j'ai peu creusé, donc c'est pour ça que je mets beaucoup de pincettes. Oui. Mais j'avais le sentiment que la gouvernance pouvait être un peu complexe. Je mets encore une fois beaucoup de pincettes. Nous, dans notre vision, on a envie quand même de garder le contrôle, de rendre des comptes néanmoins, parce que je pense que c'est important de rendre des comptes à sa communauté. Mais je pense autant ça ne nous a posé aucun problème. Donc, tu vois, on s'est quand même dilué de 30%, ce qui n'est pas rien du tout à partir du moment où tu commences à avoir, tu vois, là, on va faire, je sais pas, plus de 18 millions d'euros de CA cette année. En fait, on va commencer à avoir des valos qui font que 30%, ça va devenir beaucoup d'argent, tu vois. Mais en fait, on s'en fout. En revanche, moi, je voulais pas de complexité dans la gouvernance, en tout cas dans la capacité à prendre des décisions très vite. Il fallait que ça aille vite. Ouais. Voilà. Hyper intéressant. Donc voilà, c'est ça ma réponse, quoi. Oui, mais non, mais c'est hyper... Mais je pense que tu as du bon partout. Et je pense qu'on est la preuve que tu peux être une SAS et redistribuer sans être Bicorp et sans être une ESS, sachant que j'ai beaucoup de respect pour Bicorp. Ouais, beaucoup plus que pour l'ESS. J'allais dire d'ailleurs, est-ce que vous avez labellisé des choses? Non, on l'a pas fait. Pas pour l'instant. Je sais que c'est une des marottes de Guillaume. Moi, je trouve ça génial, Bicorp, sincèrement. Parce que c'est tellement dur, c'est tellement dur de l'avoir. Je trouve ça bien que. C'est un bon indicateur. Hein. Je pense que vous l'avez sans problème. Ouais, c'est un super indicateur. Donc j'ai beaucoup de respect pour le label. Ça sera avec plaisir. Mais après, on est lean, on est quand même, on est contraint par le temps et nos moyens, et du coup, c'est pas passé en priorité pour le moment. Un projet peut-être à venir. Alors, ouais. L'amélioration, l'innovation, Sancho d'eau. Non, mais je pense qu'on serait pas loin en fait. Hein, si on faisait l'assessment, je pense qu'on serait pas loin. Bravo pour tout ça. Bravo, merci. Ouais. On espère. On a juste une dernière petite question. Si un dirigeant nous écoute aujourd'hui et veut s'inspirer de ton modèle, du modèle de Shodo, quelles sont les 3 premières actions concrètes qu'il peut mettre en place demain? Concrète et facile ou concrète et difficile? Juste concrète. J'ai pas de réponse à te donner toute faite parce que je pense que chaque contexte est particulier et je suis pas convaincu que tu aies un framework avec des actions que tu copies-colles et qui marchent sans arrêt. Moi, la question que je demanderais à cette personne, c'est quoi les moteurs? En fait, c'est pourquoi changer? Et souvent, c'est comme une question ouverte. Dans la restitution, on arrive à avoir plein d'éléments qui font que on est en capacité d'aider ou pas. Tu vois, des fois, tu as des moteurs, des gens qui veulent changer parce qu'ils ont envie de plaire. Je sais pas si c'est le bon moteur. Oui, tu as des gens qui veulent changer parce qu'ils sont sur le déclin, ils se sentent sur le déclin. Mais est-ce que derrière, tu as conscience de tous les sous-jacents que ça va impliquer? Tu sais, c'est très compliqué, je pense, comme question. La seule chose, par contre, que je dirais, c'est à partir du moment où tu changes, faut pas avoir peur de perdre des gens. Parce qu'inévitablement, tu perds des gens. À partir du moment où tu changes le narratif d'une boîte. La promesse et... Tu changes le narratif, finalement. À un moment donné, quand tu vas changer la politique de rémunération, tu vas changer des règles, il y a des gens qui vont plus s'y retrouver. Oui. Et du coup, mon conseil, c'est ça, c'est de te dire, faut pas avoir peur de perdre des gens. Parce qu'en fait, une bonne marque employeur, c'est pas une marque employeur qui plaît à tout le monde, c'est une marque employeur qui attire des gens qui pensent comme soi et qui fait fuir les autres. Tout à fait. Je valide fois 1000. Cette conclusion était parfaite. Voilà. On va la sortir en capsule directe. Je pense qu'on n'insiste pas là, on est beau. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, John. Eh ben, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Jonathan, Salmona. Et du coup, je vais faire une mini conclusion à la caméra, du coup, pour dire merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir écouté donc Commutation. Commutation,
C'est le média propulsé par Cosme, collectif coopératif de freelance. Et Jen, sur Eh quel oui. canal Ah, on bah peut oui. te suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur LinkedIn. La planète Ok. LinkedIn. Voilà. Planète LinkedIn. Ouais. Très bien. On le fera. Donc, On nous, on te mettra. suit déjà. Donc, Eh ben, c'est cool. Exactement. ça, c'est pour tous les gens qui nous écoutent. Génial. Et puis, hâte de Merci. connaître la suite, Ouais. suite de On va l'aventure vous chaude. on suit Et de longue près. vie à votre média. Ouais, merci. Merci. Salut, John. À Salut. bientôt. Ciao.